Il s'est interrogé, ce monsieur Émile Molt, d'offrir aux enfants de ses ouvriers une pédagogie novatrice qui, espérait-il, serait plus à même de saisir l'enfant dans sa globalité. Et donc, il s'est adressé à Rudolf Steiner, et ce fut pour Rudolf Steiner l'occasion d'impulser une pédagogie novatrice, dont la finalité serait la liberté de l'individu. Alors, il faut se replacer dans le contexte. On est à la sortie de la Première Guerre mondiale, où toutes les valeurs s'effondrent en quelque sorte à ce moment-là. Tout est remis en question en Allemagne à cette époque. Et donc la pédagogie, d'après Rudolf Steiner, si maintenant on rénove cette pédagogie, si on lui donne de nouveaux paradigmes qui ne s'appuieraient pas sur des conceptions intellectuelles ou sociétales, ou voire politiques de l'éducation de l'enfant, mais véritablement de la nature même de l'enfant. C'est ça son idée maîtresse. Ne pas plaquer une théorie sur ce que devrait devenir un enfant, mais plutôt d'accompagner, de saisir l'être entier de l'enfant et de l'amener, si possible, à se trouver lui-même. Effectivement, lorsqu'on regarde les systèmes pédagogiques des différents pays, on se rend compte que la plupart optent pour un système sélectif. La pédagogie est là pour pressentir quels sont les êtres qui possèdent certaines aptitudes intellectuelles et d'autres moins éventuellement. Et donc on met un système de sélection avec examen progressif qui, petit à petit, crée une élite intellectuelle qui prendra les manettes du pouvoir par la suite et qui formera la classe supérieure dirigeante. Ça, c'est véritablement... face à cela, Rudolf Steiner s'oppose entièrement parce que quel gâchis humain. S'appuyer sur la nature humaine, ça sous-entend de comprendre qu'un enfant, lorsqu'il naît, n'est pas ce que nous appelons tabula rasa. La vision de Rudolf Steiner par rapport à la nature de l'enfant, c'est que, outre le corps physique, outre l'aspect psychologique qui vit en chacun, il y a un troisième élément qu'il pressent et qu'il nomme l'esprit en l'homme, c'est-à-dire le moi, le je, l'ego. Il met en avant le fait que cette individualité est, bien qu'encore fortement immergée chez le tout petit, mais néanmoins déjà présente. Et qu'une attitude pédagogique vraie serait de respecter dès le départ, dès la petite enfance, cette individualité naissante qui veut naître. Et donc une pédagogie respectueuse de cette réalité se doit d'être accompagnatrice. Un petit peu à l'image d'un jardinier, si vous voulez, qui, lorsqu'il plante une graine, respecte la nature de cette plante. Il ne cherche pas à transformer une tomate en aubergine, par exemple. Et donc toute la pédagogie Steiner-Waldorf consistera à mettre en place des structures pédagogiques adaptées aux âges, adaptées à l'évolution de la conscience, pour permettre, in fine, non pas de formater un enfant à tel ou tel examen, ou telle intelligence, ou telle matière, ou métier, mais d'attendre qu'il choisisse lui-même l'orientation de sa vie future en fonction de sa personnalité, de son individualité, enfin aboutie vers 20 ans. L'originalité de la pédagogie Waldorf, c'est qu'elle intègre les trois types de pédagogie qui sont actuellement en cours, que nous pouvons nommer la pédagogie du premier type, du deuxième type et du troisième type. Alors la pédagogie du premier type, c'est la pédagogie que nous avons tous vécue, c'est celle qui est frontale. Vous avez un professeur devant les élèves qui sont à la limite même sur une estrade et il impose par autorité son cours. Il y a une autre pédagogie qui s'est mise en place, c'est par exemple la pédagogie Freinet, dont on parle beaucoup, ou Montessori, qui est essentiellement basée sur l'interactivité. Donc le professeur est là pour accompagner les enfants, mais souvent ce sont les enfants par eux-mêmes qui décident un petit peu des projets, Voilà, le plan scolaire s'établit dans une relation entre l'enfant et l'adulte.
Et puis il y a la pédagogie de troisième type qui est actuellement assez à la mode. C'est ce qu'on appelle la pédagogie démocratique, qui est issue de Summerhill en Angleterre dans les années 60, qui est la pédagogie où l'adulte se retire et laisse l'enfant découvrir le monde, à son rythme, selon ses goûts, ses envies. On est là dans un espace de liberté absolue. L'idée maîtresse de Rudolf Steiner, c'est de voir que dans le premier cycle de croissance de l'enfant, qui va de la naissance jusqu'à l'âge de 6-7 ans environ, et ça c'est appuyé par les découvertes en neurosciences actuelles, c'est que pour un enfant, l'activité la primordiale, la plus bénéfique à son développement cognitif et affectif et bien aussi volontaire, c'est de jouer. Jouer est une activité sérieuse pour un petit enfant. C'est à travers le jeu qu'il va à la fois se construire, mais aussi découvrir le monde, rencontrer les éléments, les matériaux, etc., etc. Et donc on aura une pédagogie de liberté, entre guillemets, celle que nous appelons du troisième type. Là, elle a sa place. Les adultes sont simplement là pour encadrer, entourer et permettre la créativité innée de chaque enfant. La nature joue un grand rôle, on les amène souvent en forêt, au bord des rivières, etc., pour qu'ils puissent librement développer leur créativité à travers le jeu. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est un peu délicat, puisqu'il y a la vie, la technologie, les voitures, etc., tout le monde technique qui entoure l'enfant et qui a un impact fort sur l'enfant. L'enfant est comme un œil qui perçoit tout et qui se construit à travers tout ce qui vient à lui. Donc il s'agit de créer autant que possible des environnements permissifs, hein, que l'enfant ne soit pas toujours contraint à être, à être limité dans son champ de découverte. Donc de créer toujours des environnements adaptés aux enfants dans lesquels ils puissent évoluer en toute liberté. Une liberté, bien entendu, contrôlée, on ne fait pas n'importe quoi. Et les adultes sont là pour protéger, pour faire en sorte que tout se passe bien, aussi sur le plan social. Plutôt impulser des jeux libres, plutôt que de créer, qu'on le veuille ou non, un certain stress par rapport à des apprentissages précis qui vont vers la lecture, le calcul et d'autres activités qui, elles, vont générer quand même certains stress. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Tout ça, ça crée une anxiété permanente chez l'enfant qui va à l'encontre de son développement cognitif. Nous préférons le retenir pour l'impulser réellement lorsque cette première étape de la croissance de l'enfant, de son développement, est close, c'est-à-dire vers 7 ans, et d'impulser alors par une nouvelle pédagogie qui, à ce moment-là, est nécessaire pour acquérir les connaissances et apprendre ce que les enfants désirent apprendre, à savoir lire, écrire, etc., élever leur connaissance à celle de l'adulte. Et donc pour cela, c'est une toute autre pédagogie qui doit être mise en place. Et il y a une grande rupture entre ce que nous appelons la pédagogie du jardin d'enfants et celle des enfants du primaire. Et tout d'un coup, l'espace dans lequel l'enfant va se trouver n'est plus celui de la libre initiative, de la liberté absolue, mais maintenant, il va recevoir un enseignement. Et cette pédagogie va se baser sur ce que Rudolf Steiner appelle l'autorité. Alors, il ne s'agit pas de l'autorité arbitraire de l'adulte vis-à-vis de certaines situations, où on impose les choses, mais où on donne une direction. Et pour bien comprendre le sens de cette autorité, il faut se dire que c'est celle du savoir-faire. Maintenant, l'adulte sait lire, sait écrire, sait calculer, et pour pouvoir acquérir ces connaissances, eh bien, il y a une chronologie d'apprentissage. Et donc l'adulte, l'instituteur ou l'institutrice, va montrer aux enfants que pour apprendre à lire, eh bien, on doit passer par certaines étapes obligatoires et nécessaires pour pouvoir comprendre qu'un A et un U, ça fait un O, par exemple en français. C'est dans ce sens que l'enseignement va se faire pendant une septaine, jusqu'à l'adolescence, ou à la fin de la préadolescence, l'enseignement va être dirigé pour élever l'enfant à des savoir-faire qu'il va acquérir petit à petit. Que ce soit des enseignements intellectuels, des enseignements artistiques,
des enseignements plus liés au corps et au mouvement. Tout cela nécessite nécessairement des apprentissages directifs. Bien entendu, il y a des moments de liberté, de créativité, où l'enfant va peindre, va composer des rédactions, où il y a une certaine liberté, bien sûr, dans tout cela. Et ce n'est qu'après, vers la puberté, qu'à nouveau une nouvelle pédagogie apparaît, parce que les adolescents ne veulent plus être dirigés d'une manière plus ou moins, entre guillemets, autoritaire, mais ils veulent participer, ils veulent co-construire avec le professeur leur enseignement. Ils ont acquis maintenant l'outil de la connaissance, à savoir le penser, et ils peuvent comprendre d'égal à égal avec le professeur l'ensemble des lois qui régissent l'univers. Et donc c'est une pédagogie maintenant qui va être dans une relation d'homme à homme, d'égal à égal, un petit peu comme j'ai pu tout à l'heure le caractériser par la pédagogie Freinet ou la pédagogie Montessori, c'est-à-dire interactive. Ben, ça veut dire que si chacun se pose, essaie de se ressentir par lui-même, il sent bien qu'il possède un corps, un habit, il sent bien qu'il ressent en lui une vie intérieure pleine de sentiments et de représentations, mais il sent aussi qu'il y a en lui quelque chose qui est constant, qui est permanent, à savoir son être. Et cet être qui reste une énigme toute notre existence, hein, le qui suis-je, où vais-je, quel est le sens de ma vie, toutes ces questions fondamentales correspondent à l'aspect spirituel de l'homme. Donc on voit une triarticulation de sa nature, physique, psychique, spirituelle. Bien entendu, cet aspect spirituel reste toujours un petit peu en arrière-plan, quelque chose, c'est un peu la bonne conscience ou la mauvaise conscience, suite à des actes que vous avez pu faire qui vous félicitent ou au contraire qui vous donnent une situation un petit peu ambiguë, de doute sur les conséquences de ce que vous avez fait. Cette voie de la conscience, c'est un petit peu l'esprit en l'homme. C'est le support de l'individualité, du je profond. Et donc cette pédagogie, comme je l'ai dit tout à l'heure en amont de cet entretien, elle a pour son souci est de permettre l'éclosion de cette réalité spirituelle en chacun et de ne pas l'étouffer par des préjugés, par des contraintes qui iraient éventuellement à l'encontre de cela. Cette réalité spirituelle se manifeste de manière très différente chez les uns et les autres. Elle se manifeste par des intelligences. Voyez-vous, pendant longtemps, on a cru qu'on était intelligent si on était matheux, ou on était intelligent si on était un bon grammairien ou un bon littéraire. Et ceux qui ne rentraient pas dans ces cases eh bien, étaient considérés un petit peu comme moins intelligents. L'homme dispose de beaucoup d'intelligence. C'est l'intelligence de l'observation, ça peut être une intelligence sociale, interactive, musicale, une intelligence plastique, une intelligence du corps. Et donc la pédagogie Steiner-Waldorf veillera, et c'est une de ses grandes originalités, de présenter toutes les activités qui sous-tendent ces intelligences d'une manière absolument horizontale aux enfants. Un cours de mathématiques dans une école Steiner-Waldorf vaut un cours de sport, vaut un cours de musique, vaut un cours de sculpture, vaut un cours de géographie ou autre chose. Toutes les matières sont sur le même plan afin qu'il n'y ait pas de préjugés quant au choix de sa propre intelligence. Est-ce qu'elle est mieux, est-ce qu'elle est moins bien? Non, elles sont toutes sur le même plan, toutes égales. Et nous proposons aux élèves de 17-18 ans de choisir un sujet qui correspond à leur intelligence. Et donc, qu'ils vont élaborer, on appelle ça le travail de fin de cycle, où chaque élève va choisir un sujet qui l'intéresse. Alors les uns, c'est l'élaboration d'un four solaire, un autre, ce sera une expédition sportive sur le Mont Blanc, le troisième apprendra le langage des signes pour les sourds, etc., etc. Chacun présentera quelque chose d'unique et manifestera à travers ça son individualité qui est aussi unique.
bien entendu, l'anthroposophie, ou comme dit Rudolf Steiner, la science de l'esprit, forme le fondement pédagogique des professeurs dans les écoles Steiner-Waldorf. Pas uniquement, mais c'est une composante essentielle. Alors, bien entendu, cette science de l'esprit, elle vise à mieux percevoir la nature de l'enfant. Elle ne remplace pas les sciences pédagogiques classiques, elles viennent la compléter, l'élargir, l'enrichir par une vision justement plus verticale, c'est-à-dire à la fois physique, à la fois biologique, à la fois psychique et aussi spirituelle. Ça reste un outil pour les pédagogues pour mieux saisir la nature de l'enfant. Jamais cette anthroposophie ou cette science de l'esprit, dans ses résultats, n'est enseignée dans les classes. C'est véritablement le travail personnel du professeur qu'il fait en amont, pour lui, dans sa chambre, dans son cabinet d'études, afin d'enrichir de son travail didactique. Alors, c'est un débat assez complexe parce que derrière, bien entendu, cette science de l'esprit, il y a toute une épistémologie, oui, toute une étude de la connaissance. Et la science de l'esprit ne nie pas du tout la science traditionnelle. Elle aussi, elle cherche par un moyen, par une méthode épistémologique très clairement définie par Rudolf Steiner dans son livre La philosophie de la liberté, qui elle-même s'appuie sur toute l'épistémologie de la pensée goethéenne, sur une observation fine de la nature et des phénomènes qui ne restent pas simplement attachés au physique, à l'aspect sensible de notre monde, celui que l'on peut mesurer, quantifier, peser, etc., sensible par les sens, mais qui inclut le vivant, qui reste encore quelque chose d'assez énigmatique encore aujourd'hui. Le vivant, voire des qualités même supérieures à cela. Hein, le côté psychique, le côté spirituel de la nature humaine peut, par une observation fine, être observé, travaillé, comprise, élaboré, conceptualisé. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on plaque et d'une manière aveugle, mais qu'on recontrôle, qu'on affine, qu'on élabore, qu'on complète même. Beaucoup d'idées fondamentales qui sous-tendent la pédagogie Steiner-Waldorf se révèlent aujourd'hui via des recherches, un cheminement de recherche différent, arrivent aux mêmes conclusions. Toutes les découvertes en neurosciences nous montrent que justement le développement optimal d'un petit enfant se fait par le jeu, dans la confiance, et pas par les apprentissages. Et on voit, les principes impulsés il y a 100 ans trouvent leur aboutissement, leur preuve en quelque sorte aujourd'hui. Et nous sommes main dans la main avec les neurosciences actuellement dans beaucoup de domaines. Donc tout ça, on voit que cette science de l'esprit n'est pas étrangère au monde, au contraire. Elle s'avère de plus en plus être en lien avec les dernières découvertes. Alors tout d'abord, par rapport à la religion. Tout ce qui est religion ne rentre pas vraiment dans l'école ou alors rentre d'une manière extraterritoriale. C'est-à-dire que dans beaucoup d'écoles, en Allemagne et dans d'autres pays, mais aussi éventuellement en France, ça s'est fait. Le curé, le pasteur, le rabbin, que sais-je, peuvent venir dans l'école, dans une classe extraterritoriale, pour donner un cours de religion aux enfants dont les parents réclament ce cours. De plus en plus, ça ne se fait plus dans les écoles. Donc, ça se fait maintenant dans les églises ou ailleurs. Il n'y a plus cet aspect dans les écoles où la religion est enseignée. Par contre, la religiosité, elle, vit dans les écoles Steiner-Waldorf d'une manière large, non confessionnelle. Déjà, par exemple, en enseignant aux enfants toutes les religions, d'une manière historique, pas du tout, pas d'une manière confessionnelle, historique. Nous allons
proposer aux enfants des cours sur Krishna. On va expliquer qui était Krishna et quelles étaient les visions de cet être, de ce grand personnage, initiateur d'une grande religion, les dieux qui sont derrière, Zarathustra, les dieux qui sont derrière, Isis et Osiris en Égypte, Gilgamesh. Au fil des années, nous proposons aux enfants un panorama très très large, l'islam bien entendu, Mahomet, l'histoire biblique. Toutes ces histoires seront racontées d'une manière laïque, toutes, sans préférence de la part du professeur, sans conviction particulière. Voilà, les Hébreux ont une histoire, les Hindous une autre, les Égyptiens une troisième, chacun la sienne, chacun ses particularités. En Afrique noire, c'est encore autre chose, en Amérique encore autre chose, les Incas. Il faut savoir que les écoles Steiner-Waldorf se répandent à travers le monde aujourd'hui. Nous en avons plus de 1200 sur tous les 5 continents et ça se développe de plus en plus. Où sont-elles? Eh bien, elles sont en Chine, elles sont dans les pays arabes, elles sont en Palestine, elles sont en Israël, elles sont en Afrique, elles sont en Amérique du Sud. Dans tous ces pays, la culture religieuse est différente, historique ou même actuelle aujourd'hui. En Europe aussi. Bien entendu, en Europe, il y a un fond chrétien. L'année est célébrée par des rituels chrétiens. Ce sont Noël, Pâques, etc. Ce sont des fêtes qui sont célébrées. On reçoit des jours fériés pour cela. On a vacances à certains moments à cause de ces fêtes. Alors, bien entendu, nous fêtons, par exemple, dans les écoles Steiner-Waldorf en Europe, Noël. Noël, c'est ce que nous dit le Nouveau Testament, à savoir la naissance de Jésus, les bergers, les rois, etc. Et donc, nous proposons à nos élèves une après-midi où les professeurs jouent ces jeux afin qu'ils aient une image vraie de ce qui est célébré tout autour d'eux. Maintenant, vous êtes en Inde, ce sera d'autres fêtes. Dans d'autres pays, ce sera Allah qui sera célébré, ou Mahomet, à d'autres moments de l'année, parce que c'est un contexte social. Les écoles Waldorf s'adaptent à toute configuration sociale, culturelle, religieuse, à travers le monde. Elle n'a pas l'idée précise de maintenant, il faut absolument célébrer ceci ou cela. Apprendre quelque chose, grandir dans un sujet, évoluer, c'est ça le propre de l'homme. Et cette faculté, d'où vient-elle? C'est quelque chose d'indicible, c'est quelque chose que personne ne peut vraiment formuler d'une manière claire. Et Rudolf Steiner a proposé ces paroles pour qu'à un moment donné dans la journée, professeurs et élèves s'élèvent à une notion qui est supérieure à l'homme, qu'il appelle Dieu. Dieu dans le sens vraiment large du terme. Justement, qu'on peut retrouver dans l'islam, qu'on peut trouver en Chine, qu'on peut trouver... Cette qualité qui est au-dessus, nous essayons de la cultiver au quotidien par ces paroles, où à un moment donné, ça dure quelques minutes, tout ensemble, professeurs et enfants, sur le même plan, on s'élève à une réalité qui est un petit peu au-dessus de nous et qui nous permet justement de nous relier, de nous relier à cela, religiosité en quelque sorte, dans le vrai sens laïque du terme, à quelque chose qui est au-dessus. Alors bien sûr, ce terme de Dieu, il correspond au début du XXe siècle. C'était tout à fait normal de pouvoir qu'il y avait le Dieu de la nature, il était là, chez les chrétiens, mais aussi ailleurs. Maintenant, cette réalité s'estompe de plus en plus. C'est quelque chose qui devient un peu compliqué. On voit, quand on parle de Dieu, on voit le Dieu, disons, catholique, confessionnel, autoritaire, dogmatique, etc., etc. Ce n'est pas du tout de celui-là dont on parle. Mais néanmoins, ces préjugés sont vivants aujourd'hui, et à tel point que même dans nos courants pédagogiques, beaucoup de professeurs contestent ce terme. Et donc, dans certaines écoles Steiner-Waldorf en France, le mot Dieu, par exemple, a été changé par l'esprit du monde ou l'esprit de la nature ou quelque chose comme ça, afin que le professeur se sente en phase avec cela.
Dans l'idée maîtresse principale de Rudolf Steiner, il y a l'idée de liberté, il y a l'idée d'évolution, de créativité. Ce sont même les maîtres mots de toute cette pédagogie. Il attend d'un professeur, non pas qu'il applique un plan scolaire élaboré il y a 100 ans, ou voire 50 ans, d'une manière rigide et peut-être dogmatique, mais au contraire de se libérer de cela, d'observer ses enfants, d'observer le cadre social dans lequel ils vivent, la société dans laquelle ils se meuvent, et d'adapter les idées fondamentales, bien sûr, issues de l'enfant, et de leur donner une réponse adaptée à ce qu'il ressent dans sa classe, en toute liberté. Steiner demande aux professeurs d'être des artistes plutôt que des techniciens. Bien entendu, un enfant qui vit à New York, dans une cité ultra-moderne avec toute la technologie, va suivre un développement un peu différent d'un enfant qui va vivre à la campagne, entouré dans une ferme avec des animaux protégés en lien avec la nature. Mais néanmoins, les grandes phases intrinsèques au développement de l'enfant perdurent. Celles-là, on ne peut pas les changer. Certes, on peut assister à des accélérations, et ça, bien entendu, chaque professeur devra agir, ou éducateur devra agir en fonction de ce qui se passe là dans sa classe, et de trouver des outils pédagogiques et didactiques adaptés. Alors bien entendu, dans la vraie vie, chaque professeur, il y en a qui sont très innovants, très modernistes, d'autres, au contraire, s'appuient sur une certaine tradition. Ça, c'est le propre des individus. Mais la pédagogie en elle-même se veut être en évolution permanente afin de rester en phase avec les enfants, parce que le grand livre des professeurs, c'est pas la bibliothèque, c'est pas les conférences de Rudolf Steiner, c'est l'enfant lui-même. Observer l'enfant, c'est lui qui va nous dire ce dont il a besoin. Moi, je pense que la pédagogie Steiner-Waldorf ne commence que maintenant à avoir véritablement son sens. Actuellement, nous sommes dans un monde où la virtualité est de plus en plus grande, où les réalités virtuelles s'imposent sur les réalités réelles, physiques, extérieures, où les enfants commencent à être dans deux mondes, peuvent même peut-être s'échapper du monde réel pour s'engouffrer d'une manière excessive dans un monde irréel, virtuel, et que là, la pédagogie Steiner, qui, je le rappelle, saisit toujours l'enfant dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois cognitive, à la fois ressentante et à la fois volutive, que là, la pédagogie Steiner-Waldorf a des réponses très concrètes, très éducatives, très didactiques. Le travail des mains, on le sait, agit aussi sur le cerveau, structure, consolide. Apprendre à tricoter, apprendre à crocheter, apprendre à coudre, apprendre à sculpter du bois, apprendre à forger, à faire de la dinanderie, que sais-je encore, avec les mains, dessiner, peindre, chanter, toutes ces actions ramènent l'enfant, équilibrent l'enfant dans sa constitution et le relient au monde, s'incarner jusqu'au bout, que ce corps devienne leur outil personnel à même de rentrer dans le monde et de le vivre pleinement, quoi. Longtemps, pendant ces 100 années, la pédagogie Steiner-Waldorf est restée peut-être, et surtout en France, un petit peu cloisonnée en marge des grands courants pédagogiques, Freinet, Montessori, etc. On n'a jamais parlé des écoles Steiner-Waldorf. Ce n'est que depuis une quinzaine d'années que la chose commence à venir. On commence à parler de la pédagogie Steiner-Waldorf dans les congrès de pédagogie alternative. On invite aussi des professeurs. C'est un phénomène nouveau. Néanmoins, la pédagogie Steiner-Waldorf reste un questionnement pour beaucoup de parents, beaucoup de penseurs aujourd'hui, de pédagogues, d'écoles. Et elle a besoin d'être mieux explicitée. Et je crois que les années à venir la fédération Steiner-Waldorf, mais aussi chaque école devra de plus en plus mieux expliquer les fondements de cette pédagogie, d'où elle vient, quelle est son essence propre, quel est son visage, quels sont les moyens qu'elle se donne,
Tout ça doit devenir absolument transparent. Aussi ce lien avec la religiosité, avec les confessions, avec l'anthroposophie, la science de l'esprit, tout ça doit être explicité d'une manière claire afin que parents et aussi les autorités responsables, politiques et autres, comprennent au mieux l'idéal et les fondements sur lesquels elles s'appuient.